Bonjour à tous et bienvenue sur la Radio Cuisine. Vous êtes là pour la première table ronde de la soirée. Ici, Rod Wolf, aka Radek, le gars de Studio Placard que vous ne connaissez sûrement pas, mais c'est pas grave. La chronique d'avant, en fait, était diffusée, était préenregistrée. On vous l'a diffusée en direct. Donc, si vous avez des questions, on a les vidéastes concernés. Donc, Kali, ex-Topovor et maintenant Kalidoscope et Margot de Vivre Avec qui sont dans le chat qui peuvent répondre à vos questions. Et nous partons maintenant pour une table ronde sur le genre, parce que sur les études de genre plus précisément, parce qu'on sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de nos abonnés, beaucoup de nos viewers. Et voilà, nous en fait on a fait ça dans nos études ou dans nos recherches, et je ne suis pas tout seul évidemment, parce que ce sont beaucoup les invités qui vont me faire ma soirée. Alors, il devait y en avoir plus, mais on a eu des petits soucis de santé, mais c'est pas grave, parce qu'on a l'inénarrable Hélène Breda. Bonjour Hélène. Bonjour. Qui monopolise la parole et qui veut mettre les non-mexis dans le chat, c'est ça? Pardon? De quoi? Interruption de l'Icarion. C'est pas du tout pro cette histoire. Mais ça c'est l'Icarion, hein. Ça c'est l'anarchie, c'est la radio cuisine, c'est ça qu'on aime. Alors, Hélène, tu peux nous présenter un petit peu ton parcours du coup universitaire, et te présenter toi-même et dire bonjour, tout ça, machin. Enfin, Bonjour. Il m'a coupé parce que je voulais t'introduire et tout machin, et en fait, j'ai le seum. Oui, donc, salut, oui, merci beaucoup pour l'accueil dans votre bien belle cuisine, c'est un plaisir d'être là. Donc effectivement, je m'appelle Hélène Breda, ça fait un petit peu pompeux de commencer en disant je suis docteur en cinéma audiovisuel. Trust me, I'm the doctor. Donc voilà, j'ai fait un cursus en cinéma audiovisuel à la fac qui allait jusqu'au doctorat, à la thèse. Là actuellement, j'enseigne dans le supérieur et je fais des recherches à cheval sur l'audiovisuel et l'infocom. Et donc, entre autres approches de mes objets, je fais des études de genre. Donc voilà. Je pense avoir le loisir d'expliquer ce que c'est que les études de genre dans une perspective un peu académique par rapport à ce que les gens savent, les idées reçues qu'il peut y avoir par rapport à ça. Donc voilà. D'accord. Dans le chat, on nous demande déjà la définition des études de genre. Vous inquiétez pas, on va faire tout ça. Je termine juste de présenter un petit peu tout le monde. Et du coup, avec moi, j'ai également le docteur Pralinus, que vous connaissez sûrement de par ses chaînes YouTube absolument incroyables. Bonjour. Bonjour. Et qui a aussi des études un petit peu reliées, parce que toi, tu fais aussi... déjà de base, ça t'intéresse et t'en parles déjà pas mal, mais en plus, tu fais des études sur le yaoi. Oui, c'est ça. Je me suis lancée sur le yaoi, donc c'est lié aux queer studies, aux cultural studies et aux gender studies. Donc c'est à la frontière des trois pôles. Et des fan studies. Plein de studies. C'est très cool. Bon, je pense qu'on va commencer un petit peu par vous refaire un petit topo sur le genre et sur les études de genre précisément. Est-ce que quelqu'un veut commencer ce son d'attaque? Moi, je veux bien rebondir sur ce que Pralinus vient de dire, puisqu'elle vient de prononcer plein de fois le mot studies, et qu'effectivement, le genre, c'est des studies, on parle de gender studies, études en anglais, mais pourquoi on va utiliser le terme de studies, et pas juste études, même si on peut dire études de genre, études queer, etc. C'est parce que... En France, sinon, on dit théorie, et c'est pas très bien. Ouais, déjà, c'est pas la même chose, et puis vraiment, les studies, dans un contexte anglo-saxon, donc anglais, surtout américain, c'est que c'est transdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a une approche comme ça thématique, soit féministe ou avec une approche queer, une approche trans, etc., qui va transcender plein de disciplines, l'histoire, la littérature, la linguistique, le cinéma, les arts, etc. Alors qu'en France, le système universitaire de base, il est très très compartimenté entre différentes disciplines. Justement, on a une compartimentation disciplinaire. On fait des études audiovisuelles, des études d'histoire, des études de littérature, de linguistique, tout ce qu'on veut, et du coup, de sociaux, sur les médias, enfin, peu importe. Du coup, c'est difficile pour les Français, pour les universitaires français, de se plier à cette histoire de studies qui est complètement transversale, puisqu'on peut faire des études de genre ou des études queer en histoire, en littérature, en tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est cette espèce de compartimentation qui a rendu l'université française un petit peu hermétique aux études de genre pendant longtemps, et heureusement c'est en train de changer. Oui. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Dr. Non, je sais pas, c'est clairement défini. Ça marche. Parce que quelque chose qu'on peut noter, la particularité, c'est qu'il existe des pays dans le monde, notamment aux États-Unis, où on étudie. Il y a, littéralement, il y a des filières où quand on dit qu'est-ce que tu étudies, le droit, la littérature, ils vont dire moi j'étudie le genre. Ouais. Ce qui n'est pas le cas en France. On n'a pas. Alors il me semble, ça commence un petit peu. Je sais qu'il y a une filière à Lyon, mais nous c'est vraiment, on va étudier
le genre à travers une autre matière en fait. Ouais. Voilà, par exemple, pour vous c'est un exemple, moi je suis étudiant en master 1 de littérature comparée et moi je travaille sur le genre dans la littérature jeunesse, fantasy en Angleterre et en France, mais du coup voilà, j'étudie le genre à travers la littérature. C'est un peu D'ailleurs, moi je suis en littérature française pour faire du yaoi et c'est assez curieux. tu veux expliquer du coup un petit peu? En fait, j'ai cherché un directeur d'abord de mémoire et de thèse pour me suivre sur ce sujet-là, et donc j'ai cherché des gens dont les sujets étaient un peu et les approches pouvaient être compatibles avec ce que je voulais faire. J'ai envoyé des mails, tout ça, et il se trouve que pour faire ce que je voulais faire, il fallait que je sois en littérature française avec ce directeur-là qui s'intéresse aux cultural studies, aux fans, aux communautés de fans, à ce genre à la littérature populaire aussi, pour revenir aux racines du 19e, et voilà. Il faut trouver la bonne personne pour vous accompagner aussi, et il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces sujets-là, si ça vous intéresse dans un cadre académique. Alors, en fait, il fallait les dénicher dans les départements de la discipline qui nous intéresse. Il faut aller faire les colloques aussi qui répondent à ces sujets-là, parce qu'en général, c'est un très petit monde, tout le monde se connaît vite, et donc tu peux trouver la bonne personne suivant la communication, qui en plus, comme il n'y a pas encore beaucoup de monde, pourrait être intéressé par le projet. Parce que moi, si je voulais parler de ça ce soir notamment, c'est parce que c'est un milieu qui a il y a une grosse levée de bouclier contre ça, en France particulièrement, parce qu'on a beau se présenter comme un pays très ouvert, la manif pour tous, ça n'existe qu'en France, en Europe, quoi, et les fameuses théories du genre qu'on apprend à l'école, pareil, ici on gueule beaucoup contre ça, et notamment à Paris, on a parlé des études de genre il y a pas longtemps avec Valérie Pécresse qui bêtement veut sabrer le budget alloué à ça, sachant que de base ça se fait beaucoup entre cercles, quoi, justement. On se débrouille pour organiser des petits trucs dans notre coin. Toi-même, c'est pas tes études à la base. Ah non, pas du tout. Moi, je suis venu au genre par le cinéma et surtout la télévision, puisqu'en fait, moi, j'ai travaillé en thèse sur les séries télé. Donc, c'est en travaillant sur les séries télé que j'ai voulu inclure une dimension de gender. Et effectivement, les études de genre en France ont très mauvaise presse, parce que au moment, notamment du mariage pour tous, il y a 4-5 ans, il y a dans les médias, dans les sphères très conservatrices, justement, Manif pour tous, Civitas, tout ce qu'on veut. Et donc ça a été largement repris par la presse sans nuance. Finalement, on a commencé à brandir une théorie du genre, t'as prononcé l'expression, avec des gros guillemets, parce qu'évidemment, c'est des trucs qu'on se tue à répéter quand on fait des études de genre. Je sais pas si ça vous arrive aussi. C'est la théorie du genre n'existe pas. Il n'y a pas de théorie du genre qui serait une espèce de théorie fumeuse pour dire que finalement n'importe qui peut être un garçon ou une fille ou changer, etc. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc la théorie du genre n'existe pas. Il y a des études de genre et auxquelles on essaye de donner un peu une meilleure presse, puisque actuellement c'est cible de beaucoup de suspicions, de détestations a priori. Donc c'est un petit peu compliqué de faire ça en France. Mais à la fac française aussi, tu as toujours le côté il faut pas être engagé, il faut pas donner son avis, alors que les étudiants américains sont beaucoup plus engagés à faire des dissertations où ils s'impliquent, et donc par exemple on va aussi emmerder les racisés qui veulent parler faire une approche postcoloniale de la littérature ou de ce genre de sujet. Ou même dès qu'on commence à... J'ai une amie qui fait une thèse sur... le sous-titre c'est « Quand ça pète et quand ça crame ». Elle parle des insurrections dans la littérature du 19e siècle, des mouvements insurrectionnels, et on lui dit... ses directeurs sont à chaque fois « Attention, ça c'est trop connoté, c'est trop engagé », alors qu'à chaque fois elle doit justifier. C'est dans un cadre littéraire, voilà. Bien sûr, et puis au risque d'être pas compris, alors soit de bonne foi de la part des personnes en face, soit peut-être un peu par mauvaise foi. Je sais pas. J'étais traitée de féministe naturaliste à ma soutenance de thèse. Ah oui. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Et ce que la personne voulait dire, je vais pas balancer de nom évidemment, mais ce que la personne voulait dire, parce que j'aimerais bien faire carrière quand même, donc. Mais ce que la personne voulait dire, c'était en fait voulait dire que j'étais une féministe essentialiste, c'est-à-dire que je me reposais sur de prétendues essences féminines et masculines, c'est-à-dire qu'on aurait des caractéristiques innées, féminines ou masculines. C'était exactement le contraire de ce que j'avais écrit dans ma thèse. Donc voilà, il y a une suspicion qui est peut-être parfois de bonne foi par ignorance, et puis d'autres fois on peut aussi se poser la question de l'honnêteté intellectuelle des personnes en face.
Je vois, il y a beaucoup de gens que ça fait rigoler le féminisme naturaliste. Là, ils sont tous en train de le citer entre parenthèses, tu sais. Genre... Ah ouais, mettez des gros guillemets parce que à double titre, ça veut rien dire parce que c'est pas ce que je suis et surtout l'expression c'est naturaliste. Je sais pas, pour moi c'est un courant de peinture donc rien à voir. Il y a plusieurs personnes qui nous demandent c'est quoi la théorie du genre. Justement, ce qu'on vient de vous dire, c'est que la théorie du genre, c'est un terme utilisé, par les gens qui sont contre ça. Si on parle d'études de genre, c'est parce que on peut expliquer. Alors c'est très très dur de définir ce que c'est que le genre et ça peut prêter à confusion ça machin. Mais je pense que si on peut le décrire en deux mots, je pense qu'on va chacun dire un peu. C'est l'étude des représentations. La manière dont on... Enfin, je sais pas, là, je me sens pas trop formulé. Si quelqu'un veut partir d'abord... Tu veux que j'y aille, Vas-y. Moi, je suis au taquet parce que j'ai fait un cours là-dessus cette semaine. J'ai fait mon premier cours de Gender Studies avec des non-initiés cette semaine, donc je suis au taquet. Non, les études de genre, c'est étudier ce qu'on va appeler, entre guillemets, les rôles sociaux de sexe, c'est-à-dire dans la société, les rôles masculins et féminins. Alors, pourquoi on parle de genre et pas de sexe? Parce que le sexe, justement, ce que je disais il y a un instant, ça renvoie au biologique. Le sexe, ça renverrait à l'inné, au biologique, aux organes génitaux, aux hormones, et donc c'est pas ça, puisque le but c'est justement de montrer que le masculin et le féminin c'est pas quelque chose d'inné juste parce qu'on est avec une vulve ou avec un pénis, parce que déjà évidemment que le spectre est beaucoup plus large, mais c'est même pas le propos là, même si bien sûr ça rentre en compte là-dedans. Le but, c'est de dire que le masculin et le féminin, c'est des rôles sociaux construits. C'est vraiment une approche constructiviste où la phrase éculée de Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on ne devient. Pour les hommes, il y a aussi des expressions comme ça. Il y a des auteurs qui ont écrit sur la fabrication des mâles ou la fabrique des garçons. C'est vraiment l'idée que ce sont des identités construites socialement par l'entourage, par l'éducation, par la société dans laquelle on grandit. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'études de genre, pour parler des rôles sociaux féminins et masculins, et pas juste d'études de sexe qui renverraient à des traits finalement inébranlables parce que biologiques. Et qui repose sur une binarité homme-femme, alors que pour le coup dans les études de genre, il y a des figures différentes. Déjà, il y a des figures qui ne sont ni hommes ni femmes, mais il y a aussi des figures d'hommes et de femmes qui sont différentes. Clairement, tu prends juste le conte, dans le conte, il y a la fée, il y a la belle-mère, il y a la sorcière, il y a différentes... Et c'est pas les mêmes figures genrées, c'est pas juste du féminin global, c'est différentes formes. En l'occurrence, j'avais étudié, il y a une espèce c'est surtout dans une approche folkloriste du conte, folkloriste, je crois que c'est le mot, parce que j'ai fait mon mémoire avant, j'étais en russe et j'avais travaillé sur Baba Yaga, et donc tu avais une espèce de figure de femme qui regroupait plusieurs entités essentiellement justement féminines en termes littéraires, quoi. Enfin, c'était toujours des femmes qui remplissaient ces rôles-là, donc il y en a plusieurs, il y a tout un éventail. Et effectivement, ça peut être très ambigu, mais le rôle que tu cites dans les contes, c'est toujours très genré, justement. Il y a des stéréotypes, on en vient à l'expression de stéréotypes de genre, finalement, du côté féminin et masculin, il y a des stéréotypes et puis il y a moyen de les dépasser. Mais les études de genre, l'outil genre pour analyser, donc je le disais, c'est pour dire que voilà, les rôles genrés, enfin les rôles masculins féminins sont sociaux, et cet outil il sert à mettre en évidence le fait qu'il y a une opposition, il y a une construction de deux groupes. Alors après évidemment qu'on va introduire de la nuance à l'intérieur, mais deux groupes, donc masculin, féminin. Socialement il y a une différenciation en fonction de si on est assigné perçu comme masculin ou féminin, et surtout c'est pas juste qu'il y a une séparation, c'est qu'il y a une dissymétrie, c'est qu'il y a une hiérarchisation entre les deux, donc ça met en lumière des rapports différenciés et surtout de domination. Je sais pas si vous voulez repartir sur là-dessus ou si on... D'accord, bon. Moi j'avais fini, mais peut-être que Pralinus veut rajouter rebondir. J'ai rien compris. D'accord. Alors moi ce que je veux dire, c'est un truc dont on pourrait parler maintenant, ça serait pourquoi aux États-Unis finalement ça existe depuis 15-20 ans maintenant que ça se fait, et pourquoi pas en France historiquement ça se justifie ça? On pourrait peut-être l'expliquer aux gens tout ça. Enfin, je sais que de ce que j'ai étudié, c'est parce que les réflexions sur le genre est issue du militantisme qu'on appelle intersectionnel, qui a été assez fort aux États-Unis à une période, parce que eux ils ont eu des énormes regroupements afro-féministes, donc de femmes noires féministes qui avaient une vision très particulière, et ça a débouché vers une réflexion intersectionnelle qui a ensuite débouché sur des études de genre dans leur forme relativement actuelle. Et ça c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard en France, parce qu'on a des universités qui sont peut-être, je sais pas, peut-être plus vieilles, avec des institutions plus austères. On vient tous de formations, on vient de facs différentes il me semble, hein. Non, t'as fait Paris 4 Paris aussi? 3, Paris 3. Ouais. Paris 3, moi je sais que je suis à Paris 4, qui est une fac
fac ou encore maintenant dans mon mémoire, je fais plus de définitions que le docteur Pralinus par exemple. Je sais que moi déjà, rien que quand je dis moi j'étudie le genre en dépassement de la binarité, et déjà je perds tout le monde, il faut que je passe 3 plombes à expliquer ce que c'est, alors que je sais qu'à Nanterre c'est un peu plus... Ouais, Paris 10 c'est bien, faut venir là pour parler de gender, ça va. Mais enfin ça dépend. J'ai encore des gens qui travaillent qui font des études de queer et qui vont parler de transsexuels, quoi. C'est... Oui. Enfin bon, mais honnêtement, c'est beaucoup plus ouvert que ce à quoi je m'attendais. En termes d'études francophones, je trouve que par contre, les Québécois sont beaucoup plus avancés que nous. C'est incroyable. Et du coup, il faut aller écouter l'excellent podcast Pop en Stock pour découvrir les sujets pop abordés en termes de genre. Mon expérience québécoise. Mon expérience québécoise, avant de me lancer dans l'IAOI, donc je faisais du russe à Caen, donc en Normandie, donc c'est loin et c'était éloigné de la capitale et je savais absolument pas ce qui se faisait à l'université, mais j'écoutais un podcast qui s'appelait Pump en Stock. J'étais tombée par hasard dessus parce que je cherchais un truc à écouter, et c'est des universitaires de l'Université du Québec à Montréal qui abordent des sujets pop en utilisant toutes les théories des cultural studies, éco, il y a du Bourdieu, il y a plein de théoriciens français parce que c'est la French touch en fait qui a inspiré les cultural studies américaines. Et du coup, maintenant, quand on réétudie des textes américains, ils citent des auteurs français à la base. C'est assez marrant parce que on les a plus du tout utilisés en France pendant une période. La blague intéressante, c'est que ce qu'on appelle toutes les théories critiques aux États-Unis sur le féminisme, sur le genre, sur les questions de rapport de classe ou les questions de rapport de race, dans le sens anglo-saxon, on appelle ça les French theory, alors que genre nous, on fait pas ça du tout. C'est très amusant. Ouais. En fait, ça vient de la French theory, donc des chercheurs comme Foucault, Derrida, des gens comme ça, et eux, à partir des concepts de ces chercheurs et de ces théoriciens, ils ont tiré toutes les studies justement, et pour eux c'est très French, alors que chez nous non. Juste pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'à l'origine des gender studies c'est quelque chose d'intersectionnel? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que c'est ce qu'on m'a appris. C'est pour ça que je disais voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est né dans les années 60 en même temps que des mouvements militants revendicatifs. Après, il y a un énorme fossé entre le militantisme intersectionnelle et l'intersectionnalité telle qu'elle est étudiée à la fac. C'est pour ça qu'on vous parle, hein. Nous on vous parle plus du côté études vraiment que le côté militant. Il y a un fossé, mais il y a des passerelles quand même. Moi, ce que je trouve bien de ce que j'en vois, en fait, moi je me suis formée, ça remonte à 3-4 ans pendant ma thèse, en même temps aux études de genre académique et en même temps au militantisme via les blogs et Twitter, etc. Donc il y a des passerelles, parce que ce qui est génial, parce que ce que moi je trouve très très intéressant, c'est que les outils des gender studies académiques, on peut s'en emparer même si on n'est pas universitaire, et il y a des concepts qui vont être utilisés par des militants. Je trouve qu'il y a un gros écart pour ce qui est de queer, entre ce qui est militantisme queer et queer studies pour le coup, parce que on m'en a fait le reproche. J'utilise le mot queer de façon militante dans des textes qui sont académiques et c'est pas du tout la même chose en fait, et le mot queer perd même de son pouvoir quand il est utilisé de façon militante dans un cadre académique. Pour expliquer rapidement, c'est parce que j'utilise le mot queer dans le sens presque LGBT+, toutes les personnes plus, ça inclut aussi asexuels, toutes les sexualités différentes, alors que queer, ça, en termes de littérature, ça viendrait du fait d'aller à l'encontre de la lecture d'un texte. On va queeriser, donc on va voir dans l'homosocialité masculine, qui est extrêmement patriarcale et liée à l'hétéronorme, une homosexualité qu'il n'y a pas dans le texte initial, par exemple. Et ça, c'est queeriser. Et c'est pas du tout la même chose que le terme qui est utilisé par les militants. Oui, voilà, il peut y avoir des décalages terminologiques sur certains. On utilise beaucoup de mots compliqués. De terminologie. On se la pète herméneutique. Il faut savoir, c'est que épistémologie. Là, nous, on est complètement en roue libre, mais vous avez un chat et nous, on voit le chat. Donc vraiment, si vous avez la moindre difficulté, dites-le tout de suite. Demandez de nous faire de la définition. Nous, on a le temps. Il nous reste. Je peux finir mon anecdote québécoise? Oui, bien sûr. C'est juste parce que je relançais là-dessus. Et oui, donc l'anecdote québécoise qui n'a jamais été finie. Voilà, j'avais commencé. Je veux finir. J'aime bien finir les choses. C'est pas grave, bienvenue sur Radio Digression. Alors donc, j'avais découvert Pop en Stock et ils ont lancé un appel à contribution pour un colloque, leur colloque pour célébrer les 5 ans d'existence. Et là, j'ai vu le colloque, j'étais en mode je veux les rencontrer, parce que j'étais trop une fangirl de ces braves Québécois qui m'avaient fait découvrir tant de choses et j'avais aucune idée du milieu universitaire sur ce sujet-là. Et donc, j'ai proposé une petite contribution en rapport avec le manga Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, ma passion numéro 1. Voilà. En plus, la saison 2 arrive.
Pardon, fallait que je le dise. Et du coup, j'ai proposé une contribution sur... ça s'appelait L'attaque des fangirls, une lecture queer et féministe du manga Shingeki no Kyojin. Moi, je ne peux pas la réécouter parce que ça me ferait cringer, mais elle est disponible en ligne si vous le tapez sur Google. Moi, j'ai réécouté. Et j'étais morte de stress, c'était affreux, j'ai fait un texte beaucoup trop long, enfin bref. Et du coup, j'ai rencontré plein d'universitaires québécois qui travaillaient sur ces sujets-là avec du coup une vision très féministe. Il y a eu une intervention là-dessus, justement sur les femmes dans les séries, les représentations d'amitié féminine. Et du coup, c'était hyper enrichissant. Et c'est après que je me suis décidée à faire du yaoi. Parce qu'on m'a dit, mais tu vas trouver des gens, ça se fait de plus en plus, vas-y. Ouais. Go for it. Je confirme pour le Québec, j'ai aussi eu la chance d'aller faire un colloque au Québec il y a un an qui s'appelait Multitude Queers, qui était organisé par même pas des doctorants, par des étudiants en maîtrise. Les étudiants sont beaucoup plus encouragés à participer. Moi, ils m'ont accepté, j'étais masterante, alors que les masterants que je rencontre en France, ils osent pas envoyer des contributions. Bien sûr, clairement. Aussi, alors que moi, je suis en mode, dès que je vois un colloque qui m'intéresse, je suis là, je vais envoyer quelque chose. Et là, c'était des masterants qui avaient organisé ça, mais de A à Z, c'était super bien fait. Il y avait des gens de tous horizons avec alors il y avait des coms très académiques, justement, avec tout un attirail théorique, terminologique, etc. Enfin, voilà, des concepts, etc. Et puis il y avait des choses beaucoup plus random, justement, et beaucoup plus libre, je sais pas, il y avait une com sur le roller derby, il y avait le premier soir, on avait arrêté de faire des coms académiques et on s'était tous mis en cercle pour parler de recomposition familiale avec l'homoparentalité et tout, et les gens racontaient leurs histoires, mais il y avait une majorité évidemment de personnes concernées dans la salle qui racontaient leurs expériences. C'était juste fabuleux, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait chez nous. Alors, je fais un petit rappel pour le chat, ensuite je vous donne des questions que j'ai vues passer dans le chat. Déjà, premièrement, je vous rappelle, on va rappeler ça un peu à tous les panels, qu'il y a un bingo dans la soirée sur toutes les conneries qu'on va dire. Vous avez le lien dans la description et dans le chat qui circule, donc n'hésitez pas à télécharger votre grille, il y a des affiches à gagner. Ensuite, pour les questions, il y a une personne qui aimerait... Alors, vous posez des questions que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais qui sont très difficiles de définir le terme queer. Je vais laisser faire Pralinus. On va tous être dans notre stress et ensuite, mais on va essayer. Encore une fois, on vous rappelle qu'on n'a pas une valeur, que nos mots n'ont pas une valeur universelle et que là, on vous parle, on va vous définir queer, mais dans un contexte éventuellement étudiant et c'est pas forcément fait de la bonne manière en France, tout ça machin. Donc voilà, on va rester voilà. Et ensuite, après ça, on nous demande si c'est possible de nous faire un petit résumé historique des gender studies que je pense, Hélène, tu pourras faire tranquillou. Mais bien sûr, j'ai lu un bouquin là-dessus. Donc peut-être éventuellement une tentative de définition du terme queer tel que nous on l'étudie, Pralinus. Je vais commencer par le terme queer à la base. Queer à la base, c'est une insulte qui à l'encontre donc des personnes LGBT+, et une insulte qu'ils se sont réappropriées dans un cadre militant. Donc maintenant c'est devenu un mot. On se définit queer assez fièrement et c'est un mot qui sert à la revendication aussi. Pour mes études, le terme queer, oula, c'est le mot que je me donne plus la peine de définir maintenant. C'est-à-dire que c'est un mot qui est très personnel en fait, qui est approprié de manière très personnelle par les gens qui se sentent queer. C'est un sentiment déjà. Ouais, je l'ai dit un petit peu, queeriser, c'est faire une contre-lecture, en l'occurrence dans mes études. Donc pour le yaoi, pour donner un exemple concret, ça va être, il y a une lecture queer d'un texte qui ne l'est pas forcément quelquefois. Enfin, dans les fanfictions slash, on va voir du queer entre Spock et Kirk, alors qu'à la base c'est une bromance, même très patriarcale, puisque l'acteur de Kirk était complètement macho et voilà. Et donc le fandom l'a queerisé et ouais c'est une perversion de la norme en fait. De la norme, c'est une perversion de la norme. Ouais. La norme étant hétérocentrée, patriarcale, cis, bien sûr cisgenre. Donc voilà. N'hésitez pas si vous voulez des informations à aller suivre des chaînes de concernés qui en parlent, notamment nous à la cuisine on a la chaîne de Cordélia Princesse qui est spécialisée sur ces questions-là. N'hésitez pas à y aller si vous ne connaissez pas déjà. Donc queer c'est aussi lié à la construction, à la déconstruction du genre évidemment. Des gens. La négation de la binarité. C'est quelque part. J'ai fait, du coup, il y a deux approches queer. J'ai fait la queer
la Queer Week. C'était la Queer Week il y a genre 1 ou 2 semaines. Ça a dû commencer il y a 2 semaines. Et donc il y a eu une série de colloques là-dessus. Et on nous avait fait, il y a une distinction entre l'étude de l'objet queer. On va étudier par exemple tous les personnages LGBT dans une série, les représentations. Et puis l'étude queer. Donc on va regarder, par exemple, on avait une intervenante qui parlait de la mise en scène de la construction du genre dans les émissions de Christina Cordula. Parce que quelque part, on peut aussi le lire de façon queer, parce que elle nous montre à quel point c'est artificiel d'être féminin. Il y avait, par exemple, une fille, une personne dans un nouveau look pour une nouvelle vie, une femme très masculine, et on l'a féminisée artificiellement, ce qui peut être très queer aussi. C'est très butlerien, ça. C'est butlerien. Très... Justement, j'en profite parce que quelqu'un nous a demandé dans le chat des conseils de lecture pour une introduction aux gender studies. Butler. Non, alors non. Butler, c'est génial. Pas au sens où c'est pas bien, c'est génial Butler, mais ne commencez pas avec ça. Introduction aux études sur le genre. Sur le genre, qui est très bien fait. Ouais. Moi c'est celui que je conseille toujours. Introduction aux études sur le genre. En plus. Il est rose et noir. Les auteurs, c'est Laure Bérény et Talia. Il y a 4 auteurs. C'est une super entrée en matière quand on n'a pas le jargon académique, parce que Butler, c'est génial. Judith Butler, qui a écrit un des piliers des études de genre, qui elle est une héritière de la French Theory aux États-Unis, qui s'appelle Gender Trouble, donc trouble dans le genre. C'est absolument un mind blown total, c'est absolument fabuleux, mais faut pas commencer par ça parce que c'est assez hermétique au niveau du style et des concepts. Donc Butler, c'est absolument génial, mais vaut mieux commencer par des choses plus accessibles. Et effectivement, Introduction aux études sur le genre est très bien pour ça, parce que c'est très complet, c'est synthétique, c'est écrit de manière super claire, il y a des petits encadrés sur des auteurs, il y a des encadrés sur des concepts, la construction du sommaire est vraiment bien faite, donc je fais toujours de la pub pour ce bouquin, parce qu'il est très bien pour commencer. J'ai vu 2 personnes l'utiliser déjà en exposé en plus. Il faut, parce que c'est une très bonne base. C'est vraiment une très bonne base. C'est vrai qu'on a tendance, quand on est dedans, à oublier qu'il y a du jargon, beaucoup de jargon, c'est vraiment pas facile. Est-ce que du coup maintenant on peut partir sur éventuellement le petit historique dont on avait parlé Le petit historique. D'accord. T'es pas prête, c'est comme queer, c'est genre... En fait, j'ai des repères un peu comme ça, mais faire une espèce de frise chronologique des gender studies, c'est compliqué. Chronologique, mais éventuellement parler de comment que ça s'est fait en France, alors, comment c'est arrivé, spécifiquement. Comme on l'a dit, ça vient quand même. Enfin, le champ disciplinaire studies vient des pays anglo-saxons. Ça s'ancre dans quelque chose de plus large qui est les cultural studies, c'était études culturelles, donc qui sont anglaises au départ, puis beaucoup développées aux États-Unis. Donc les cultural studies, un des ouvrages fondateurs, c'est un ouvrage qui s'appelle La culture du pauvre. Donc c'est vraiment les consommations et pratiques culturelles des prolétaires en Angleterre dans les années 60. Donc voilà, à partir de là, les studies, ça va être étudié sous l'angle du féminisme, en l'occurrence pour les women studies ou les gender studies, du féministe pour les women studies, et puis des rôles masculins et féminins pour ce qui est gender studies, même si l'accent a plutôt été mis sur la féminité que la masculinité. On commence maintenant à y avoir des études aussi de déconstruction de la masculinité. Bref, c'est né dans les années 60, c'est pas né comme ça nulle part, c'est né en même temps que des mouvements revendicatifs d'égalité. En France aussi, alors en France il y a aussi eu des mouvements bien sûr, à la fin des années 60, et on a des chercheuses françaises qui ont déjà commencé à travailler là-dessus à cette époque, comme Christine Delphy par exemple. Christine Delphy qui a écrit L'ennemi principal, entre autres, qui est toujours là, qui est toujours dans la place, qui fait toujours des choses. Voilà, donc on a pu... Il y a vraiment, même si comme l'a souligné Pralinus, il y a une espèce de fossé, en tout cas de divergence entre ce qui est fait au niveau académique et ce qui est fait au niveau militant, il y a quand même une espèce de naissance commune parce que c'est basé sur des revendications et on a dû théoriser pour asseoir les revendications dans les années 60. Alors après, en France, effectivement, ça a eu quand même beaucoup plus de mal à s'installer à cause, comme je disais, de la compartimentation disciplinaire des départements à l'université qui sont pas du tout favorables à ce décloisonnement pour avoir quelque chose de transversal, avoir une approche transversale des choses comme l'exigent les studies, justement. C'est pour ça que c'est d'ailleurs très compliqué quand justement on dit que c'est lié à l'histoire militante et que nous on est dans un système universitaire qui à chaque fois nous dit ne soyez pas trop militants, genre comme s'il y avait une objectivité ultime en fait dans l'analyse de questions sociétales très ça t'est systématiquement reproché dès que tu commences à exprimer une opinion politique. Il faut être extrêmement neutre, enfin prendre tout le temps des pincettes et se référer à d'autres gens, citer machin qui a dit ça dans tel contexte et c'est complètement absurde quand on y réfléchit, puisque il est
la prétendue neutralité à laquelle les personnes aspirent, c'est absolument pas une neutralité, c'est juste le point de vue dominant, mais il est absolument pas plus neutre que le point de vue des minorités qui justement ont des revendications et peuvent les faire passer par un prisme académique. C'est tout l'aspect extrêmement compliqué des limites du langage en fait, parce que quand on s'intéresse aux études de genre, on s'intéresse aux structures des sociétés, et ça passe notamment par le langage, et c'est pour ça qu'il y a toujours ce décalage entre quand toi t'étudies les études de genre et quand en face quelqu'un n'étudie pas et que du coup il va te dire oui mais ça faut définir, ça faut expliquer, ça je comprends pas, et il faut vraiment repartir de base, mais vraiment des bases, faire de la définition en permanence, et il y a un conflit au niveau du langage et ça c'est pas évident. Ouais, mais alors du coup je rebondis avec ce que je disais tout à l'heure, alors effectivement avec des nuances à faire par exemple avec les études queer, des choses comme ça, mais je trouve quand même que Internet a permis dans une certaine mesure une démocratisation des savoirs avec certains concepts dont des personnes non académiques peuvent s'emparer. C'est absolument clair, je pense qu'Internet est une ouverture sur tous ces concepts pour beaucoup de gens aussi, même si c'est, je dirais pas simplifié, et pas vulgarisé parce que j'ai pas ces mots-là, mais disons c'est dit avec des mots qui sont pas académiques, et je fais des guillemets, mais vous pouvez pas le voir, mais voilà, il y a des guillemets. Je confirme, il y a eu des guillemets de mais voilà, des concepts. Alors je sais pas, moi je suis plutôt en culture visuelle, donc le concept de male gaze par exemple, qui montre que toute la culture visuelle elle est conditionnée par un regard prétendument neutre, qui est en fait un regard masculin hétéro. Donc le concept de male gaze, il a migré des sphères académiques depuis longtemps. Il a été théorisé par quelqu'un qui s'appelle Laura Mulvey dans les années 70 aux États-Unis, mais ça a migré, et maintenant le male gaze il peut être employé par des personnes qui sont absolument pas académiques, qui font des vlogs ou des blogs, des choses comme ça. Donc des concepts comme ça sont appropriés, et c'est une très bonne chose, parce que il faut pas que ça reste des outils de chercheurs dans leur tour d'ivoire qui sont déconnectés en tout cas qui une espèce de regard surplombant. Il y a rien de plus énervant que ça. Et à ce niveau-là, il y a aussi tout ce qui est après réflexion sur ce qu'on va appeler les savoirs situés, justement par rapport au fait que les concernés puissent en parler dans les milieux académiques. Et ce qui est à savoir situer, c'est de dire parler parce qu'on a étudié, mais aussi parler parce qu'on a vécu les choses, la différence entre savoir savant et savoir sachant, qui est intéressante à ce niveau-là pour nuancer un peu ce qu'on disait sur le... C'est ce que les Québécois font très bien. Voilà, Pop-en-Stock, c'est extrêmement accessible, je pense, aussi pour ceux qui ne font pas de lecture académique. Pourquoi ? Parce que c'est toujours une espèce de mélange du vécu, du lien affectif avec l'œuvre, et à côté, on va aborder des concepts à travers cette œuvre qui sont rendus, disons, lisibles et compréhensibles parce qu'il y a cet exemple très concret de l'œuvre et que quand on la connaît, on sait très bien de quoi il s'agit. Et ils ont abordé des sujets extrêmement variés, des Pokémon je sais pas, Beyoncé... Apparemment, il y a un problème de micro, ça vient de saturer à deux fleurs. Oh shit. Qu'est-ce qui se passe ? Ça sature de ouf ? Merde. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Voilà, j'ai baissé le son. Est-ce que... Dites-nous comment ça... Mes oreilles, au secours, le son est mort. Le son ça pique. Le chat est en PLS. C'est pas normal. Ça sature toujours. Merde. Ça continue ou pas ? Ah merde. Moi j'entends rien du tout. Bah ouais, nous c'est nickel. Merde, qu'est-ce qu'on fait ? Ouf, ça y est, good, c'est revenu, c'est mieux. Ok, ça arrive, c'est les aléas du live, c'est sur internet, c'est YouTube, le live, la plateforme de live n'est pas optimisée, mais on est là-dessus parce que c'est là qu'on a le plus large public. Donc, c'est le roi des démons. On s'excuse. Est-ce que tu te rappelles où t'en étais ? J'en étais sur Pop-en-Stock, je faisais la pub éhontée de ce truc, ce podcast, parce qu'il est trop bien, et vous pouvez aller l'écouter. Il y a Zukil qui dit hop, une case de bingo, merci. on l'attendait celui-là. C'est bizarre. J'ai pu cocher Radek parle trop fort, putain. Radek parle trop fort. Parce que je gueule dans le micro. Tu t'es emballé à un moment, t'étais parti dans une envolée lyrique, t'es wow, comme ça. Je peux augmenter le son, non. Aller sur Twitch. Bah oui, mais on peut pas aller sur Twitch parce que sur Twitch, y a vachement moins de monde sur YouTube. On peut vous partager, voilà. Ça arrive. Bref. Ce sont les aléas du live, c'est pas la première fois que ça va se... Enfin, c'est pas la dernière fois que ça va se passer, plutôt. Faut prier pour que ce soit la seule fois. J'espère. Très honnêtement, j'espère que ils ont perdu 10% d'audition, là, nos pauvres petits abonnés mignons. On peut repartir. Du coup, on t'a coupé, est-ce que tu serais capable de repartir ? Toute douce, du coup. Tu fais une voix toute douce, du coup, chers auditeurs. Bonjour. Ouais, non, allez écouter Pop-en-Stock parce que ça c'est une très bonne aussi approche aux cultural studies et à toutes ces notions, et c'est de façon très intelligible, voilà, et ça s'écoute sur choc.ca, c'est très cool. Choc.ca, voilà, on vous mettra le lien dans la description du replay parce que là on n'a pas sur mon téléphone en fait sur le chat, donc du coup j'ai du mal à vous envoyer des liens.
Du coup, si vous avez des questions, parce que là, du coup, on a été un petit peu coupé dans notre élan, on était à Donf. Juste pour savoir, il y a combien de temps de décalage? Eh ben, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Oh, il y a eu quoi, 1 minute, même pas? Non? Pardon? Il y a eu 1 minute de... même pas de... Il doit y avoir, ouais, max, grand max 1 minute, sinon en général c'est 10-20 secondes. Ouais, bon, là, du coup, le chat il est surexcité, il est en mode genre, oh ouais, je coche mes cases, machin et tout, genre, c'est faux jeu. On a perdu le fil. Je pense que du coup, puisque là il faut qu'on relance sur une discussion, on peut. Hein? L'historique des culturels, enfin des gender skills. Bah là, du coup, on a dit on que c'était déjà. compliqué. On a un peu évoqué, mais. Intervention du technicien, vous n'avez pas entendu parce qu'il n'a pas de micro. Je pense que, comme là on parlait un petit peu de la situation en France, on parlait du fait que les amateurs finissent par se retrouver en cercle restreint, organisent des colloques. On peut éventuellement parler des colloques auxquels on a assisté et éventuellement les difficultés qu'ils peuvent rencontrer en termes d'organisation et de moyens en fait pour se produire. Et notamment, tous les trois autour de cette table, on s'est notamment, nous avons suivi plusieurs, comment on appelle ça, des conférences. Hein, c'était un séminaire de recherche en fait. Ça s'appelle un séminaire de recherche, c'est-à-dire un cycle de. J'ai jamais su la différence entre un séminaire et un colloque par contre. Le colloque, c'est une espèce de congrès sur 3 jours où les gens parlent toute la journée. Mais quelquefois, t'as un colloque sur 1 jour. Normalement, ça s'appelle une journée d'études. D'accord. Journée d'études, c'est 1 jour. Colloque, c'est plusieurs jours et les gens parlent toute la journée. Et le séminaire, c'est des séquences de 2-3 heures avec une régularité sur un semestre, une année. Et en général, ça peut être soit le même chercheur qui revient ou le même chercheuse, soyons inclusifs, ou des personnes différentes qui interviennent à chaque fois. J'aime bien les colloques parce que c'est toute la journée, c'est un peu une aventure. T'arrives le matin, t'écoutes. À midi, c'est la pause, tu manges ton petit sandwich, tu reviens, t'écoutes. Moi, j'ai vraiment du mal, ça me demande beaucoup d'attention. Je vois des questions sur le chat du style comment être fier de se revendiquer queer trans. Là, c'est clairement pas la table ronde où on parle d'études, on n'est pas les mieux placés pour vous en parler. Et donc, du coup, là, on parlait de ce séminaire. Oui, c'était un séminaire à l'ENS qui s'appelait Le placard sous l'escalier, genre, sexualité, identité queer dans la littérature jeunesse. C'est un titre extrêmement astucieux. Et il y aura des rediffusions d'ailleurs, c'est prévu. Oui, ça a été enregistré. Donc effectivement, on y est allés tous les trois. Ça a été organisé par des étudiantes, pareil, des étudiantes en master à l'ENS, donc en France, chapeau, parce que c'est pas facile d'organiser des choses comme ça, surtout quand on est en master. Et elles ont eu une salle, etc. Mais au niveau financement, ça suivait pas trop. Elles ont dû faire un Ulule pour financer le séminaire. Donc c'est un peu triste d'en arriver là pour pouvoir monter ce genre d'événement dans l'université française. Et séminaire qui était assez intéressant avec beaucoup d'invités, beaucoup d'auteurs, des invités de marque, oui. C'est ça. On voit pas, elle dit ça parce qu'elle faisait partie des invités. Elle est en train de s'épousseter les épaules en mode voilà, la swag. Et alors, pour l'anecdote, donc déjà, elles ont eu beaucoup de mal à mettre ce séminaire en place, mais en plus, l'année prochaine, il ne sera pas renouvelé. Non, malheureusement. Ils ont donné l'information, soi-disant qu'il n'y aurait pas de place ou que c'est dur à mettre en place à l'ENS, sachant que nous, c'était en général de 18h à 20h 18, 20, ouais. À l'ENS, et c'est vide dans la barre à cette heure-là. Il y a vraiment personne, il y a pas Ouais, et en plus, ce qui était génial avec ce séminaire-là, c'est qu'elles ont réussi à ratisser large, c'est-à-dire à ratisser au-delà des petites sphères académiques habituelles, et qu'il y a des gens qui sont venus parce que ils aimaient, des gens qui aimaient la littérature jeunesse, qui suivaient telle booktubeuse ou tel booktubeur, etc. Et elles ont réussi à hybrider des coms académiques avec des interventions de personnes qui n'étaient pas de ce milieu-là. Hybrider, bingo universitaire. Ah bah évidemment. Qu'est-ce qui me reste à caser? Heuristique, herméneutique, épistémologique. Sémantique, bien sûr, sémio-pragmatique. La porosité des milieux. La porosité, tout à fait. C'était bien d'avoir ce mélange, et ça pour le coup c'est très québécois justement, de mélanger des choses universitaires et des choses beaucoup plus libres avec des formats différents. Donc il y a des personnes qui sont venues parce que qui étaient jamais allées à une manifestation universitaire parce que ça les intéressait, et c'était plutôt bien, c'était plutôt réussi à ce niveau-là. Donc c'était une première, c'est la mise en place, c'était pas forcément facile, ça n'a pas forcément satisfait tout le monde, mais je pense quand même qu'il y a eu de la satisfaction de la part du public, et que c'est vraiment dommage que ça puisse pas être conduit. Mais bon, je suppose qu'il y aura toujours d'autres initiatives, parce que l'avantage d'études de genre, c'est que les gens qui en font sont tellement passionnés que de toute façon, ils trouvent toujours un moyen pour en parler. En fait, la plupart des interventions de genre que je trouve, c'est dans des colloques avec une thématique plus large. Il y avait 2 interventions qui
2 ou 3 interventions qui portaient sur le genre dans le colloque sur les séries auquel tu avais participé, tout à fait. et auquel j'ai assisté. Trouble en série à Nanterre, en janvier. Alors là, je prends l'information avec des grosses pincettes parce que ça date d'il y a 3 jours. Il est possible qu'avec une collègue de l'établissement où je travaille, on essaye de monter un colloque Gender Studies. On est en train d'y réfléchir, mais l'idée a été lancée comme ça au détour d'un mail. On va voir ce que ça donne, mais ça peut arriver, ça peut exister. Et puis la plupart même sur d'autres thèmes, il y a, disons, une porosité. Par exemple, si tu vas à un colloque sur la sexualité, souvent tu vas avoir des thématiques en rapport avec le gender. Si tu vas sur la sexualité, bien sûr. Ouais. La plupart des colloques sur les médias vont avoir cette notion-là qui entre en jeu sur les fictions populaires. En tout cas, je trouve souvent ça. Oui, voilà, sur tout ce qui est pop culture, etc. Je me demande si ce genre d'organisation c'est ouvert à tous. C'est ouvert. Enfin, c'est juste que l'information passe mal parce que les universitaires sont des merdes pour la com. Voilà, on essaye de faire des relais, notamment sur nos réseaux, etc. Alors, c'est ouvert parfois. Les universitaires se suivent entre eux sur Twitter. Tout à fait, mais c'est une mafia, de toute façon, académique mafia. Non, mais en fait, il faut faire une veille universitaire comme si on était dans ce milieu-là, même si on ne l'est pas. Alors, c'est ouvert, c'est gratuit évidemment. C'est parfois sur inscription en ce moment à cause de Vigipirate, mais dans l'absolu. Mais à chaque fois que j'ai fait un truc sur inscription, j'ai des amis qui ont pu s'incruster sans inscription. Voilà, c'est sur le principe. Mais bon, parfois, selon le lieu aussi, je sais pas, la maison de la recherche, ils vérifient bien les cartes d'identité parce qu'il y a Vigipirate, etc. Mais ça, c'est absolument indépendant du fait que ce soit un cercle fermé. L'ENS, il fallait s'inscrire à la rentrée, mais c'était tranquille. Ouais. À la Philharmonie, il fallait s'inscrire en avance, mais tout le monde pouvait passer finalement. Non, parce que moi, quand je suis allé au séminaire, c'était YOLO, on rentrait, on signait un papier, genre je viens pour suivre un séminaire. Oui, bien sûr, oui. Il faut suivre les informations, il faut suivre, suivez notamment, vous aurez ça, on vous donnera les comptes Twitter de Hélène et de Pralinus qui partagent ce genre d'événements. Hélène, tu partages beaucoup en plus toi sur oui, mais moi je suis obligée de maintenir une veille, donc Twitter m'aide beaucoup parce que je vois passer les infos et puis je relais de l'autre côté. Je mettrai le Twitter de mon directeur de recherche qui en plus serait fasciné par le phénomène. Si jamais vous vous mettez tous à le suivre d'un coup, il trouverait ça extrêmement intéressant. Il pourrait faire un colloque dessus. Donc, je vous mettrai son Twitter parce qu'il relaie absolument tout ce qui est pop comme colloque ou quoi sur son Twitter. C'est génial. Moi, je le suis uniquement pour être à jour là-dessus parce que. C'est bien en fait. Ça fait comme des mailing lists, mais c'est vachement pratique. Il fait rien d'autre sur Twitter. Quelquefois, il essaie de faire des blagues, mais. Oui. Si les community managers dans l'autre pièce pouvaient envoyer sur le chat le Twitter de Hélène Breda. Si les gens s'intéressent et qu'ils veulent suivre ce genre de truc, pareil. Ouais, c'est pas compliqué, je suis sous mon vrai nom, donc c'est facilement identifiable pour le coup. Mais comme ça, tu cliques tranquille. Ouais. Venez, on est bien. Abonnez-vous, je rends. C'est ça. Lâchetez com. Les gens vont venir, ils vont se faire chier, ils vont voir des appels à com pour des sombres trucs en littérature. Non, je mets aussi des blagues parfois. Et des trucs féministes vénères. J'attends vos questions toujours sur le sujet des études de genre. Si on continue à balancer des anecdotes, j'ai cette impression en fait que toutes les personnes qui finissent par se tourner vers les études de genre, c'est pas forcément, c'est pas quelque chose qu'ils étudient forcément à la base. Je sais que moi j'ai une directrice de mémoire qui est spécialisée là-dessus et en fait à la fin maintenant. C'est-à-dire à titre comme ça quoi, c'est auto-spécialisé mais à la base elle vient des études médiévales. Toi-même tu faisais pas la même chose. Moi je suis en cinéma. Pralinus venait du russe. Mais en russe je parlais quand même pas mal de gender. Ouais mais bon si vous connaissez son travail vous vous dites ouais c'est normal ça c'est Dr Pralinus. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on se tourne et en fait une fois qu'on rentre dedans Ouais, c'est vraiment des hasards dans les analyses qu'on peut faire. En plus, en cinéma, mais c'est pareil en littérature, il y a le double, attention, bingo universitaire, la double acception du mot genre, qui veut dire à la fois le genre générique, c'est-à-dire le genre film de genre, littérature de genre, etc. Fois, on se gourre parce que gender et genre. Donc voilà, on peut jouer dessus du coup, on peut faire des on se fait tout le temps des petites blagues avec mon directeur de mémoire. Du coup, on est là. Oui, du coup. Le genre ou le genre ça. Le générique, le gender. Mais moi j'ai commencé à faire une thèse sur les séries télé avec une approche narratologique, c'est-à-dire que j'ai étudié les structures narratives. J'ai voulu introduire un peu de sociaux et puis de fil en aiguille, je me suis dit que j'allais étudier les rapports masculins-féminins. Je me suis retrouvée à faire du gender et par la suite par rebond dans d'autres travaux, des queer studies, des choses comme ça.
On nous demande dans le chat, quelqu'un, on avait répondu un petit peu, mais comment on fait des études de genre? Ben, tu vois tes études, et ben tu décides tu forces le genre dans tes études en fait. Voilà, c'est un peu de l'incruste, mais non, sinon ça commence un peu à se développer. Je pense qu'il y a 10-12 masters d'études de genre qui doivent exister en France. J'ai pas les chiffres exacts, mais voilà, à la rentrée dernière, il devait y en avoir une petite douzaine. Il me semblait que c'était Myrion Mal, la dessinatrice Myrion Mal, qui faisait aussi des études de genre dans le cadre académique. Si vous suivez son blog, ça peut être intéressant. Elle doit donner des infos là-dessus aussi. Moi, je la suis, mais je savais pas qu'elle était universitaire, par contre. On a un peu des doubles identités, en fait. On a un peu moi, en l'occurrence, j'ai un Twitter plutôt pro, mais il y a des universitaires qui compartimentent beaucoup et qui ont leur côté super-héros. C'est ça. J'enlève mon masque, en fait. Je fais des gender studies. Ouais, mais du coup, c'était justement, elle en avait parlé, elle avait dû en parler justement dans une interview vidéo qu'elle a fait pour Mademoiselle. Myriam Mal, elle avait dit que elle s'était intéressée au genre à cause du coup de son militantisme internet avec ses BD et tout ça, et qu'elle avait voulu voir ce que ça donnait dans un cadre universitaire et que finalement c'était un peu éloigné de ce à quoi elle s'attendait. Il me semble, et après je m'avance un petit peu, faudrait revoir la vidéo ou quoi, mais elle en a parlé un petit peu. Faudrait l'inviter dans la cuisine. C'est que comme on disait tout à l'heure, le genre c'est une grille de lecture en fait, et une fois que tu as cette grille de lecture, c'est difficile de ne plus voir le monde, la société en dehors de cette grille, et du coup maintenant, quoi qu'on étudie, que vous fassiez de la socio, que vous fassiez de la psycho, de l'histoire, de la littérature, n'importe quoi, vous allez vous dire ah ouais mais vous voyez en fait ces structures, Ouais, alors en féminisme on a la métaphore de la pilule rouge de Matrix où quand t'as pris la pilule rouge, tu vois du sexisme partout. Quand tu fais des études de genre, c'est juste que tu prends 3 boîtes de pilules rouges d'un coup et que tu fais une overdose. Tellement c'est absolument partout, la grille de lecture est partout. Et le problème c'est que comme je disais, les études de genre ont mauvaise presse, donc il y a des gens qui vont croire que c'est des grilles plaquées de manière artificielle et fallacieuse, alors qu'en fait non, c'est vraiment quand on a les outils en main, on se rend compte de tous les petits mécanismes derrière le sexisme qui construisent ça petite pierre après petite pierre, et c'est absolument sans fin. C'est ça, je vois Wardcore, là, un camarade de jeu dans le chat qui nous dit qui dit entre étoiles, essaye de visualiser comment rentrer le genre dans un cursus de game design, mais tu peux totalement. Oui, complètement. Thèse de Marion Coville sur les jeux vidéo. Alors, je sais pas si c'est du game design, mais il y a des gens qui font sur le jeu vidéo et peut-être éventuellement le game design. Je sais que Marion Coville, elle a soutenu sa thèse il y a pas longtemps. Mais Anita Sarkeesian qui parle de jeux vidéo et notamment de game design, à la base c'est une universitaire aussi. Oui, donc bien sûr, en gender. On peut en mettre absolument partout. Ouais, on nous parle de Undertale notamment dans le chat, là c'est Bébé qui nous parle de Undertale où le personnage n'est pas genré, n'est jamais genré, et du coup c'est difficile, et il n'a pas vraiment de personnalité exprimée, c'est construit à la manière dont joue le joueur, et du coup il n'a pas une construction prédéfinie de son personnage par rapport à son genre, parce que c'est un personnage qui est vraiment qu'on ne peut pas percevoir en fait, qui n'est jamais exprimé de ça, donc c'est assez intéressant là-dessus. Je sais pas si c'est exactement du game design, je suis pas un expert en jeux vidéo et des fois les termes techniques. De la conception, design, conception, je suis pas spécialiste non plus, mais en tout cas, dans n'importe quelle discipline, je pense qu'il y a moyen d'avoir une grille de lecture gender qui soit pas artificielle et qui permette de mettre en lumière des choses. C'est en fait plein de choses qui sont dans des angles morts et des points aveugles, et on va se retourner et voir ce qu'il y avait dans l'angle mort jusqu'à présent. C'est vraiment ça. En cinéma, c'est vraiment ça. Là, je peux parler un petit peu parce que c'est ma discipline. En cinéma, surtout en France, où on a quand même toute une théorie du cinéma qui est construite sur les cahiers du cinéma, la légitimité culturelle, la nouvelle vague, tout ça. L'auteur, voilà, exactement. Oui, l'artification, ding ding, bingo. C'est pas dans le vrai bingo, on vous rappelle, parce que là. Non, mais avec Pralinus, on a un bingo à part. C'est bien d'essayer de définir les petits termes techniques à chaque fois. Ouais, donc ce que je veux dire là, oui, donc pour le dire très rapidement, tout ce qui est théorie du cinéma universitaire en France, ça vient de la théorie des auteurs et de la nouvelle vague et de Truffaut, voilà, qui est du cinéma, tout ça. C'est un entre-soi masculin absolu. Toute la lecture a été faite avec une fausse neutralité qui est évidemment masculine, et il a fallu beaucoup de temps. Et c'est pour ça aussi, car en l'occurrence en cinéma, pourquoi les gender studies ont eu du mal à arriver dans les études cinématographiques encore plus que dans d'autres pays, c'est parce que c'est vraiment une conception très très française de la cinéphilie. Et du coup, il y a des personnes qui font un travail formidable, comme Geneviève Cellier, une des plus grandes spécialistes, pas la seule bien sûr, mais d'études de genre dans l'étude du cinéma, et qui a réussi à
démonter tout ça boulon après boulon pour justement la théorie de l'auteur et de la cinéphilie traditionnelle française. C'est Geneviève Cellier qui montre qu'en fait tout ça s'est construit sur une dissymétrie des rôles masculins, féminins, etc. Et puis qu'au niveau de la critique aussi, c'est très masculin. Donc tout ça c'est intéressant à voir, et je pense que dans chaque champ disciplinaire on a des personnes comme ça. Je citais Geneviève Cellier, il y en a d'autres en cinéma évidemment, mais voilà, en histoire, en linguistique, tout ce qu'on veut. La linguistique, un des plus gros angles morts des gender studies, de l'approche par le genre, c'est quand même c'est plus un angle mort, du coup c'était mis en lumière tout ce qui est masculin neutre, le masculin l'emporte, etc. C'est tellement incorporé que à première vue on se dit mais c'est n'importe quoi, je veux dire, ça c'est un détail, c'est chipoté, faut arrêter de vouloir tout changer. Mais les personnes qui font des études en linguistique et qui démontrent les mécanismes qui rendent le masculin comme faussement neutre et qui sont dominant. des constructions relativement récentes. C'est récent, oui, ça date de Richelieu, ouais. Et ce qui est super intéressant dans le linguistique, c'est on a tendance à penser que c'est notre pensée qui induit le langage, qui nous fait nous exprimer par le langage, alors que pas du tout. Le langage construit la pensée, la façon dont on apprend une langue et un langage, ça va complètement former notre pensée. Donc j'ai une anecdote par rapport à ça là, pour le coup d'enseignante. J'enseigne en IUT, donc avec un public pas du tout prédisposé à étudier ce genre de choses ou à même discuter de ce genre de choses. J'en ai fait un petit peu les frais cette semaine, mais là c'est pas de ça que je voulais parler. C'était bien quand même. Non, c'est pas de ça que je voulais parler, c'est que il y a quelques mois, j'ai essayé d'expliquer la fausse neutralité du langage, faire une espèce d'ébauche d'initiation au langage inclusif comme ça au détour d'un cours, c'était pas du tout prévu. Et en fait, j'ai un étudiant qui n'arrivait pas à exprimer le masculin l'emporte dans la langue. Il arrivait à exprimer que l'homme est supérieur à la femme. Donc j'ai trouvé ça, alors c'est caricatural, mais c'est réel et c'est hyper révélateur de comment le langage forme la pensée. C'est cette phrase d'à chaque fois des nazis de la grammaire qui nous disent oh mais on peut pas tout changer du jour au lendemain, et là qu'on peut ressortir justement l'exemple de Richelieu. Bah si, Richelieu il l'a fait. Bah oui. Il a pris ses petits gants avec ses 3 potes et il a réformé toute la langue française en quelques années. J'ai une amie qui est en linguistique qui me dit de toute façon la plupart des linguistes sont d'accord pour dire que le langage tel qu'il est écrit a des années de retard sur le parler. Enfin, le passé simple ça devrait être obsolète et plus utilisé. Enfin, c'est je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, j'ai 2 remarques très intéressantes dans le chat sur lesquelles on peut rebondir, je pense. 2 remarques sur lesquelles, vous allez voir, c'est pas des questions ni rien, mais on peut bien dire des choses intéressantes, notamment The Kill qui dit « Honnêtement, je pensais que les gender studies se limitaient aux cursus littéraires et sociaux, et au final, j'apprends que ça s'applique à mon cursus aussi, et c'est génial. » Donc je ne sais pas ce que tu fais. On est partout. Mais, et là, je vois notamment cette autre remarque, je sais pas dans quel sens elle est dite, mais les sciences dures, entre guillemets, s'isolent du monde, et donc c'est difficile de mettre une dimension gender. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, parce que souvent, que ce soit les militants intersectionnels ou les gens qui font des études de sociologie, parce que ça travaille sur des structures, justement, vont s'opposer souvent aux fans des sciences dures. On peut parler des zététiciens, qui ont ces visions du monde et de la neutralité. On aurait dû le mettre dans le bingo, effectivement, le point zététicien, et qui ont cette vision la neutralité du chercheur et tout, et qui n'ont pas cette dimension-là. Enfin, je sais pas si vous avez des trucs à dire là-dessus. Je sais qu'on en parle souvent avec le docteur Pralinus de ça. Les zététiciens. Non, enfin c'est vrai qu'il y a une espèce de grosse opposition entre les sciences molles et les sciences dures. On va dire molles. Non, il y a une espèce de légitimité, d'absolu de la logique qui serait indémontable, et à côté, enfin, j'ai pas d'études en tête, mais j'ai lu certaines, quand il y a une approche genre gender de ces disciplines-là, c'est absolument passionnant aussi. Bien sûr, ouais. Mais en fait, faut faire des ponts, faut faire communiquer les sciences dures et molles, justement. Il faut faire des sciences moyennes. Mais en biologie, par exemple, la biologie, il y a des approches... confronter la biologie à des approches de genre, c'est absolument fascinant. Là, je pense au livre, un tout petit livre super facile à lire qui s'appelle Les 5 sexes d'Anne Fausto-Sterling. Justement, il y a d'autres travaux qui confrontent genre et biologie pour montrer tout ce qu'on pense de l'ordre biologique, hormonal, etc. Chromosomique, tout ce qu'on veut. Et en fait, montrer tout ce qui est construit par rapport à ça. Donc en biologie, oui. Après, dans les sciences dures de type tech, c'est encore d'autres problématiques. Ça va être plus l'approche, de ce que j'en sais, puisque je sais pas
dans ces sciences en elles-mêmes, mais de l'approche de la place des femmes, des chercheuses dans ces disciplines-là, c'est encore une autre problématique. Il y a la question de... Enfin, en termes de pop culture, je pense surtout à l'informatique, en fait, qui est un domaine masculin construit par des hommes. Donc, il y a beaucoup de termes qui vont être des choses qui sont inspirées de la pop culture dans laquelle ils baignaient à l'époque. Alors que, c'est surtout si tu regardes l'histoire de ces sciences-là, il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées, sauf que personne ne le sait. Et comme le masculin est survalorisé dans ces domaines et que évidemment c'est plus de la sociologie appliquée à ces domaines-là pour le coup. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on peut le prendre. Les hommes sont encouragés vers ces filières, alors qu'au départ, tout ce qui était par exemple codage, c'était un travail de femme, c'était des petites mains parce que c'était dévalorisé. Et au moment où ça s'est masculinisé, ça a regagné du galon, ça a gagné des lettres de noblesse. C'est la même chose avec le cinéma, c'est la même chose dans tous les domaines. Mais l'histoire qui fasse les femmes, etc. Donc en fait, ce qui est féminin est dévalorisé, et quand ça se masculinise, c'est revalorisé. Et à contrario, quand une profession plutôt masculine se féminise, l'enseignement par exemple, ça devient dévalorisé. Donc voilà. Surtout que dans le cadre de l'enseignement dans lequel nous trois on évolue, il y a cette dimension du il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à ce genre de sujet-là, mais n'empêche que les têtes dirigeantes et les gens qui vont évaluer, ça va être des darons, quoi. Bien sûr. Ouais. Et tu finis par te faire traiter de féministe naturelle. C'est ça, alors que du coup t'as passé, alors que ça fait des années que tu bosses sur un truc où tout le monde, tu vas dans des labos, tu fais des recherches machin, et finalement tu te retrouves sur un gros bœuf là. C'est pour ça qu'il faut espérer que là maintenant il va y avoir quelque chose de générationnel qui va permettre de changer un peu les choses. C'est vrai que c'était très très jeune, tous les trucs auxquels j'ai participé sur tout ce qui était genre. Ouais. Alors il y a des personnes des générations. Généralement, je comprends rien à ce qu'elles disent parce qu'elles utilisent 350 000 termes et je les connais pas tous. Termes très précis, des mots universitaires liés à des concepts. Je regarde, là vous avez beaucoup parlé sur le chat et du coup je m'ai perdu. L'opposition sciences et sciences humaines, ça fait 100 ans que ça dure. On sait aujourd'hui que les domaines logique et observation, les sciences dures ça résiste. C'est bien de le dire. C'est pas, il y a que des mecs dans ces filières en fait. C'est assez féminin aussi les filières scientifiques. C'est juste que c'est dominé par le masculin quoi, comme dans beaucoup d'endroits. En l'occurrence quand même en termes de chiffres, il y a plus de mecs que de filles et il y a aussi plus de. Il y a certaines filières où il y a autant d'hommes que de femmes au début, mais plus tu montes en grade et plus il va y avoir c'est un entonnoir en fait. C'est un entonnoir. Mais en même temps, on peut aussi dire ça du côté de la littérature. Les postes c'est partout. De toute façon, le plafond de verre, c'est des équivalents du plafond de verre qui est à peu près à tous les niveaux. C'est Alexis Félix qui fait partie de la cuisine et qui passera un petit peu plus tard, qui fait ça justement. C'est quelqu'un qui étudie les sciences et qui parlait notamment du syndrome de l'imposteur qui est incroyablement fort en sciences ou dans la dévalorisation permanente. Enfin, comme quoi, non, vous voyez le spectre du genre, ça se voit partout, c'est complètement incorporé en fait. On l'incorpore complètement. Enfin, je dis on là, en tant qu'individu et là, je parle plus spécifiquement en tant que femme, mais c'est des choses qu'on incorpore au fil des années au point de croire que c'est normal. Et vous avez probablement vu passer, parce que ça a pas mal circulé, l'étude récente là, de janvier qui démontrait que à partir de l'âge de 5-6 ans, les petites filles commencent à se penser moins brillantes que les garçons. Donc on n'attend pas les bancs de la fac pour avoir un syndrome de l'imposteur en fait. Ça arrive très très tôt. Juste pour une anecdote, j'y repense là parce que du coup mon frère était en prépa scientifique et je venais en fait, j'étudiais le russe et donc j'étudiais aussi la culture russe et je m'intéressais à des profils de femmes russes. J'étais tombée sur une femme mathématicienne qui s'appelait Sofia Kovalyevskaya et qui a aussi, elle était engagée en plus, très à gauche, très intéressante et à gauche entre guillemets, mais bon voilà. Et elle a donné son nom à un théorème. Et en fait, donc Kovalyevski, je crois, et du coup, c'est pas féminisé, alors que son nom est féminisé par rapport aux Russes. Il devrait s'appeler Kovalyevskaya, parce qu'elle s'appelait comme ça. Et quand mon frère a vu que c'était elle, il était là, ah bon, du coup, c'était une femme. Enfin, il le réalisait pas, alors qu'il utilisait le truc assez fréquemment, quoi. Et en exclu ce soir, on va nous révéler que Pythagore était une femme, en fait. Non, c'est pas ça. Peut-être.
Là, on nous annonce qu'il reste 5 petites minutes, donc on va conclure tranquillou, voir si vous avez des questions, des réactions, et puis ensuite on va faire une petite pause musicale avant la mise en place du... C'est quoi qui passe après? C'est le quiz QQ. Donc, c'est moi encore. C'est encore toi. C'est de l'exploitation. Le game. De toute façon, là, voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait dire. Là, on a pas mal réagi. Bah, c'est comme d'habitude, quoi. Tu commences par parler de ce que tu fais, et ensuite tu te désespères que tes études sont déprimantes. Ouais, c'est pas déprimant. Il y a des choses qui se font. Il y avait la Queer Week il y a pas longtemps, j'ai vu plein de gens intéressés par le sujet et c'était trop cool. Ouais, non mais il y a plein de choses positives qui se font et pas que dans le cadre universitaire et justement tout ce qui est podcast, festival, groupe inclusif de réflexion, etc. C'est assez génial que ça puisse se faire et ça se développe. Donc malgré les difficultés qu'on rencontre quand on veut traiter de questions de genre, il y a des choses qui se font et on peut espérer qu'au niveau générationnel, il y a quand même des choses qui vont se passer dans les années qui viennent. Je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est que le meilleur moyen de soutenir les études de genre, c'est finalement de vous y intéresser en fait et de montrer qu'il y a de plus en plus de personnes, parce que c'est le cas en plus, qui tournent et qui se penchent. D'acheter les livres qui en parlent, de pas laisser parler les personnes qu'on voit le plus dans les médias, qui sont là pour déboulonner ce qu'on fait, les Eugénie Bastier, les Peggy Sastre, des gens comme ça. C'est quand on veut parler de féminisme dans les médias, c'est ces personnes-là qui vont être invitées, même voilà des personnes qui ont l'étiquette féministe, mais avec lesquelles on se sent pas forcément une affiliation. Enfin, moi personnellement, par exemple, je sais pas, on me dit Elisabeth Badinter, not my féminisme. Donc acheter ou aller à des colloques, faites passer les informations, emprunter ou lisez des bouquins faits par des universitaires qui parlent de ça, pas juste dans une espèce de perspective médiatique parce que ça fait buzzer, ça fait du bad buzz, mais avoir vraiment une approche. Et il y a aussi des universitaires qui vulgarisent très bien. Je pense à Anne-Charlotte Husson qui est linguiste, donc qui fait une thèse là-dessus, quelque chose de très très pointu, mais qui est sur le blog genre. Elle tient un blog qui s'appelle Ça fait genre, où elle vulgarise et c'est très intéressant. Elle a sorti une petite BD dans la petite BDthèque des savoirs sur le féminisme en 7 slogans. Donc il y a des passerelles, encore une fois. Les savoirs ne sont pas enfermés dans une tour d'ivoire avec un bibliothécaire poussiéreux. Mais donc il y a moyen de faire passer l'info, de se mettre en réseau et de faire avancer les choses. En plus là pour le coup je suis assez content parce que cette heure-ci on aura fait énormément de name dropping et de balancer des références assez diverses mais on en balancera plein d'autres sur Twitter, on répétera les noms, la mise en réseau c'est super important. C'est clair. Docteur, petit mot de la fin? Je sais pas, c'est cool. On dit juste bisous. Si vous avez des choses à dire sur le genre aussi, même le vécu est intéressant, donc n'hésitez pas à parler, même si vous pensez que vous n'avez pas les outils, c'est légitime. On est tous concernés par ça. Ok, donc on va rendre l'antenne. Je vois Marie de ce que tu dis qui s'installe, je sais pas si tu fais une petite pause avant. Non, je viens pour le quiz. D'accord, tu viens pour le quiz. Et donc je tiens à remercier Hélène Breda d'être venue, ça fait vraiment plaisir. Merci, vraiment très très intéressante. Merci, je suis très très contente d'être venue. Merci pour l'accueil dans votre cuisine. Et je remercie aussi le docteur Pralinus qui prend sa pause mais qui est toujours dans nos cœurs. Voilà, pour avoir su intervenir au pied levé et remplacer les gens qui n'ont pas pu venir. Et je remercie Anne Fleur aussi qui, même si elle n'a pas pu venir, voilà, on pense à elle. Anne Fleur qui était une des organisatrices du colloque de séminaire à l'ENS sur le genre et fiction jeunesse, c'était très très intéressant. Donc ça aurait été bien de l'avoir. On pense à toi Anne Fleur. Voilà, il est 19h20, je rends l'antenne. C'était Radek, à vous les studios.